route pour les 24 heures. Un podcast Le Maine Libre, Ouest France et Sweet FM. Jonathan Latteur. Salut à tous, bienvenue pour notre 3e émission déjà, et oui la 3e en route pour les 24 heures du Mans. On se retrouve juste après les 6 heures d'Imola et avant Spa. On va débriefer la course italienne bien sûr tous ensemble. On va évoquer, se projeter vers Spa et puis vers les 24 heures du Mans. On reviendra sur la victoire de Toyota, on reviendra sur les erreurs stratégiques de Ferrari, sur Porsche, sur Peugeot, sur Alpine, sur la bataille en GT, Valentino Rossi et sa BMW qui était tout près de l'emporter. Tout ça avec un invité aussi, et cette semaine, ce mois-ci même plutôt, notre invité c'est le pilote sartois Arnold Robin qui sera avec nous pour répondre à nos questions, et également avec nous bien sûr, avec moi autour de cette table, Marc Moreau du Maine Libre. Salut Marc. Salut Jonathan. Et Guillaume Nedelec de Ouest France. Salut Guillaume. Salut, ça va ? Ça va et vous messieurs ? Très bien, on a presque pris le soleil en Italie. Pas tout à fait quand même. Oui, parce que c'était plutôt humide, c'est peut-être ce qui a fait un peu le piment de cette course d'ailleurs. Ouais, moi j'ai une BOP favorable donc tout va bien, qu'il pleuve ou pas, je suis très bien. Ouais, et moi j'ai mis les pneus de pluie. C'est mieux que la Ferrari. Et voilà, je t'ai lancé la perche, tendu la perche quand même. Merci beaucoup Marc pour cette transition formidable. C'est la 3e, commence à y avoir quelques accointances. Bonjour Arnold. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous pilotez une Lexus en GT3, vous étiez à Imola, vous serez à Spa et aux 24 heures et on va en parler ensemble dans cette émission. Revenons d'abord évidemment sur le succès de Toyota, le duel haletant avec Porsche quasiment jusqu'au bout. C'était une course de 6 heures mais quasiment sprint puisque tout s'est joué encore à 2-3 minutes de la fin. On se posait la question de savoir s'il allait avoir assez d'essence dans la Toyota et si Porsche allait pouvoir passer, et finalement non. Ouais, je pense qu'on tombera d'accord avec Guillaume, ça a été une super course. Je vraiment. ne suis pas d'accord. Notamment à l'arrivée de la pluie. Alors on est obligé de le dire quand même, c'est au bout de 4 heures de course que la pluie, en plus qui devait arriver un peu plus tôt, qui finalement arrivait un peu plus tard. Il y a eu une petite incompréhension avec les radars, une grosse incompréhension pour Ferrari, à ce qu'on a pu comprendre par la suite. Mais non, c'était vraiment une super course, tant en hypercar qu'en GT. BMW a fait une course magnifique aussi avec une stratégie osée qui a payé. Valentino Rossi fait 2e derrière la voiture sœur. C'était vraiment une super course, et puis 2 relais très très impressionnants, même 3 si on prend celui d'Antonio Fuoco sur la Ferrari qui chipe la 4e place dans le dernier tour, et ça fallait le faire quand même. Il faut aussi souligner, malgré une stratégie très très discutable, mais le dernier relais de Kamui Kobayashi sur la Toyota qui est exceptionnel pour sauvegarder l'essence, avec Kevin Estre qui revenait, le français qui est sur Porsche qui revenait juste derrière, même s'il y avait la pénalité et que c'était... Il y avait les fameuses 5 secondes. Ouais, c'est ça, une pénalité de 5 secondes, c'était pratiquement gagné pour Toyota, mais la consigne était quand même de passer la ligne en premier chez les Japonais, et franchement non, c'était haletant, c'était vraiment une très belle course, une des plus intéressantes en tout cas depuis l'ère de l'hypercar, j'ai trouvé, pour ma part. Guillaume ? Ouais, une course vraiment intéressante, et puis de toute façon ce qu'on voit avec l'hypercar aujourd'hui, enfin on avait déjà vu les prémices l'année dernière, c'est que avec un règlement qui fait que toutes les voitures se tiennent en quasiment 2 secondes, pour faire la différence, c'est pas finalement... Alors, ça va être la façon dont on va attaquer dans le peloton, ça va être la façon dont on va gérer le trafic, évidemment. On voit qu'il y avait quand même des fois des écarts un peu en mode accordéon, mais ce qu'on voit surtout, c'est la qualité de l'équipe qui vous accompagne. Pour le coup, évidemment, j'enfonce une porte ouverte en disant qu'on va beaucoup parler de Ferrari sur ce sujet-là, mais quand on voit la qualité de Toyota, quand on voit les progrès de Porsche par rapport à l'année dernière en exécution, en exploitation de la voiture, on voit là où il faut gagner en fait. C'est là où on peut gagner du temps. Et puis même on verra aussi en sous-main d'autres équipes qui, je pense, ont montré 2-3 choses intéressantes. Je pense notamment à Peugeot. C'est là où on voit en fait, la course se joue sur des décisions humaines. Et ça j'apprécie vraiment. On l'oublie un peu, on parle souvent de BOP, on parle souvent de tout ça, mais sur ce point-là, on voit quand même que plus une équipe est soudée et marche bien, ça c'est intéressant. On voit quand même que chez Toyota, quand il y a des situations difficiles, on sait gérer. On n'a jamais vu... Alors moi ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis... on était en fait en salle de presse, on était en face du stand Toyota, on était juste au-dessus du stand d'Arnold, pour être vraiment très précis. Et j'ai regardé comment réagissait David Fleury, qui est le directeur technique de Toyota, et ses ingénieurs, et c'était assez rigolo le calme qu'il y avait. Ça partait pas dans tous les sens. Il a regardé, il a mis un moment la main comme ça. Et ça pleut un peu. Et puis la voiture est rentrée au stand. C'était pas au doigt mouillé, mais presque. Et par contre, chez Ferrari, où ouvertement on dit, non, nous, le radar, on n'a pas écouté le radar, on a écouté nos pilotes. Alors c'est bien dans un sens, ça permet de faire un coup. Mais un coup comme ça, on le fait généralement quand on est derrière, pas devant. C'est ce qu'a fait par exemple BMW.
et qui a fait la différence. Et là-dessus, ouais, il y a 2-3 leçons quand même à apprendre de qui garde son sang-froid et qui a un peu du mal des fois dans les conditions changeantes. Ouais, est-ce que ça veut dire que Porsche et Toyota seront les deux favoris des 24 heures, Marc ? Bah, c'est difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que Porsche est un sérieux prétendant, beaucoup plus que l'année dernière, où on les a vus en très grande difficulté. Alors, ils ont plus de voitures que les autres. Si on compte aussi les privés, même si c'est évidemment un petit peu différent, ça aide quand même. Mais ils gagnent, on en parlait justement avec Guillaume après, c'était le principal sujet de discussion, c'est-à-dire qu'ils gagnent sur un billard au Qatar, et ils sont à 2 doigts de gagner sur une piste bosselée, un old school, un peu un vieux circuit européen à Imola. Ils sont aussi à 2 doigts de gagner. C'est extrêmement encourageant. Alors les pilotes, on les présente plus, hein, évidemment ça va très vite et c'est très expérimenté, mais en termes d'exploitation de la voiture aussi, ça a énormément progressé. Donc je dirais que ouais, Toyota reste un favori naturel, c'est les plus expérimentés, voilà, tu l'as très bien résumé. Il y a une exécution Guillaume, qui ouais, c'est parfait et c'est très rassurant en fait. Tu l'as dit rapidement Guillaume, mais on parle beaucoup de BOP et c'était pas ça qui a fait gagner la course à Imola et c'est important parce que ça a donné une course serrée et en même temps qui s'est joué sur des décisions humaines. La Ferrari était beaucoup plus forte en performance pure sur tout le week-end. C'était eux qui allaient les plus vite et c'est la stratégie, c'est on va dire un petit peu l'exploitation pure qui a payé. Ça c'est très bien et Porsche a montré qu'ils étaient aussi très performants dans ce domaine-là. Donc c'est plutôt très encourageant. Et oui, je pense que Porsche, c'est pas forcément une surprise, mais ils sont clairement favoris. Fait partie des favoris pour le moment, quoi. Avant de parler de Peugeot et d'Alpine, Arnold, est-ce que quand on est en GT3 dans sa Lexus, on peut suivre quand même, on comprend ce qui se passe sur la piste entre Porsche et Toyota ou pas ? Quand on est dans la voiture, honnêtement non. Parce qu'on s'intéresse à notre propre stratégie, à la limite à la voiture qui est devant, la voiture qui est derrière. Même la tête de course en GT, je la suis pas. Non, moi je fais ma propre course. Non, et les hypercars, on arrive à savoir le classement parce qu'on voit la première qui nous double. mais à part ça, non, c'est pas, on s'en occupe vraiment pas. Sauf quand il y a la gestion du trafic, parce que surtout avec les 3 tests de la piste à Imola. Non, mais voilà, c'est ça. On sait quand est-ce que la tête de course nous revient dessus. D'ailleurs, très rapidement, au bout de la 2e fois où il nous l'a, là, il y a déjà tellement d'écart entre les voitures qu'on se rend plus compte que c'est la tête de course. On a du trafic en permanence derrière, à tous les virages. Et là, on ne sait absolument plus qui est premier, qui est deuxième, qui est... Non, nous, on s'occupe de notre course. Messieurs, malheur au premier virage, ça pourrait être le titre d'un film français pour résumer un peu la course d'Alpine et de Peugeot, les deux équipes tricolores qui se sont un peu neutralisées par elles-mêmes à Imola du coup. Pour le coup, c'est bon. Il y a une première chose qu'il faut noter, c'est que je pense qu'il va falloir s'habituer à avoir des petits carambolages comme ça en hypercar. Faut pas oublier qu'il y a quasiment autant d'hypercars qu'en Formule 1. Déjà en Formule 1, ils ont parfois du mal à passer les premiers virages sans trop de casse. Donc là, il va falloir s'habituer à ça, ce qui est paradoxal parce qu'on est sur des courses d'endurance. Il faut tenir 6 heures, 8 heures. Mais si vous regardez bien, même moment, cette année, il y a eu des touchettes, il y a eu des choses comme ça. Donc, il va falloir vraiment s'habituer à ce que, au départ, il y ait ce côté un peu loterie. Bon, là, malheureusement, c'est les 2 équipes françaises. Alors, pour le coup, c'est Mathieu Vaxivière qui est à l'origine de cet accident, puisque il rate un peu son freinage, sûrement surpris par les pneus à froid. Faut pas oublier, les pneus arrivent à froid. Alors, les pneus froids, des voitures qui sont plus lourdes que les anciens prototypes, et les freins froids. Les freins froids, à un moment donné, c'est un manque d'efficacité, et même un feeling qui est pas bon. Ils ont du mal à avoir du mordant, donc qu'il y ait des phases floues sur le premier virage, des phases de frein floues, comme dit Guillaume, il va falloir s'y habituer. Et puis il faut rajouter, donc je suis désolé, il y a un dernier truc aussi, et c'est ce qui a fait l'erreur aussi d'Irakawa au Mans l'année dernière, c'est que quand la voiture arrive en dessous, allez, on va dire 100 km/h, l'appui n'est plus aussi fort, et donc on est sur les freins mécaniques en fait, on n'est plus sur le grip aérodynamique, et donc cumulé à tout ça, il n'est pas surprenant d'être surpris. Donc là en fait, c'est pas de chance, c'est Mathieu Vaxivière qui va taper dans la Peugeot, mais il y a une voiture qui était juste derrière Mathieu Vaxivière, qui est l'Iso Tafraschini, qui en fait était complètement en perdition juste derrière, donc de toute façon il y allait avoir un carambolage, il allait y avoir probablement plusieurs voitures qui allaient se faire toucher. Bon là malheureusement ça a touché les 2 françaises de chez Alpine et les 2 françaises de chez Peugeot, et c'est un peu dommage parce que on voit dans la suite de la course, il me semble que la numéro 93 de chez Peugeot termine 8e, donc on sait que chez Peugeot... Dernier gros relais de Jean-Éric Vergne. Et puis même stratégiquement, et on l'avait vu au Mans l'année dernière, alors
un peu aidé aussi par à l'époque l'architecture de la voiture qui faisait qu'elle était un petit peu plus à l'aise sous la pluie. Mais on sait que chez Peugeot, ils ont des très bons stratèges, ils sont capables de prendre toutes les opportunités quand il faut. Et hop, ils sont montés en 8e place. Faut pas oublier qu'ils étaient 16e, 18e au début de la course. Donc une remontée de 10 places comme ça grâce à la pluie. Moi, je pense que cette Peugeot, elle va plutôt bien marcher. Et on l'a vu, son rythme de course, c'est pas si mal que ça. Alors là, pour le coup, on peut parler un petit peu de BOP, puisque la voiture était un peu pénalisée parce qu'on savait pas trop où la placer dans la fenêtre de fonctionnement. C'est un peu le problème aussi, on en reviendra sur la Lexus aujourd'hui qui est encore ils connaissent pas encore bien ces voitures-là. Donc je pense qu'on aura encore un peu de flou sur les prochaines courses sur ces voitures-là, mais là la Peugeot, elle a été volontairement un petit peu en retrait. Je pense qu'à Spa, on devrait la voir plutôt dans le top 10 à mon avis. En tout cas, messieurs, je coche mon bingo. Dire du mal d'Isotta Fraschini. C'est bon, c'est fait, Guillaume. Ah bah, c'est un peu tiré sur l'ambulance, mais c'est vrai que... Surtout que Mathieu Paxibière a été désigné responsable de l'accident. Ouais, il prend 2 points sur sa mais pénale, quand on regarde bien quand même le départ, c'est à se demander s'il se fait pas d'abord percuter par l'Isotta, ce qui l'emmène dans la Peugeot. Alors il rate. Il appréhende mal son freinage certainement, mais il est quand même percuté à l'arrière par l'Isotta qui effectivement est en perdition. On en parlait avant la course, Arnold, hein, ce deuxième virage, c'était un goulet, vous l'aviez dit, et ça s'est passé exactement comme prédit. La track position, la position de départ, voilà. Elle a été essentielle. À un moment donné, si on se retrouve à l'arrière du peloton, le risque de tomber dans un accrochage est plus grand. En GT, ça a été pareil, parce qu'il y a eu un accrochage en milieu de peloton. Avec le premier abandon de l'Iron Dams en wake, justement, alors ils avaient essayé de redémarrer, mais au bout d'une heure et demie, ça a roulé un peu, et puis voilà, je pense qu'il y a eu aussi avant même la ligne d'ailleurs, je crois. Ça tape avant même la ligne de départ. Ouais. C'est dommage. Donc à la fin du tour de formation. Mais oui, juste au premier tour, au départ du tour lancé, quoi, en fait, et c'était terminé. Les Iron Dams se sont fait percuter parce que effectivement. Il explique Sarah Bovis, c'est qu'il y a eu un ralentissement, que ça a accéléré, un ralentissement. Et puis là, dans ces conditions-là, les pilotes de derrière, des fois, en voulant gagner un tout petit peu, restent sur leur élan. La question que je me posais, est-ce que c'est vraiment pertinent de jouer touche-touche comme ça dès le départ dans une course d'endurance qui dure, on l'a dit, 6, 8, 24 heures la question mérite d'être posée quand même. La preuve que non, parce que quand ça se termine dans le mur tout le monde avant la ligne de départ, bien évidemment. Il y avait un professeur qui disait on peut pas gagner la course au premier virage, mais on peut la perdre. Évidemment. Non, il y a strictement rien à gagner au premier virage. Strictement rien. Surtout quand on voit que les conditions permettaient d'ailleurs, on en avait parlé, je crois, le matin même, bien sûr. Où il y aura des coups à faire. Autant se mettre en retrait, limite. Moi, je pensais à ça ce matin, voilà. En me rasant. Sans se mettre en retrait, parce que si tu te mets en retrait, tu t'exposes aussi. Il faut être dans le rythme, mais juste pas prendre de risques. C'est une course de 6 heures. Voire plus. Donc, non, il y a rien à gagner au premier virage. Isotta, quand même, un petit mot. On l'a vu beaucoup sortir, cette voiture. On a vu des équipages en difficulté. C'est quoi le problème? Le choix des pilotes, la voiture, véritablement, elle a pas l'air si mauvaise, cette voiture, non, je sais pas. Alors déjà, elle est jolie. C'est une belle voiture dans le peloton. Après, ça, c'est très subjectif, mais c'est important. Mais avec ça, toute sa gentillesse. Elle est jolie. Il faut d'abord commencer par les points positifs et voir le verre à moitié. Je sais pas si elle est jolie, c'est un bon compliment pour une voiture. Si, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, et on l'a vu. Alors, on aime beaucoup les petits poussets au Mans. Mais c'était différent. Oui, mais c'était pas la même chose. Alors sans préjuger de la qualité de la line-up des pilotes, parce que Klikkenos avait mis un équipage très performant. C'était Romain Dumas, c'était Olivier Pla. Enfin, je veux dire, il y avait un niveau qui était très très élevé. Là, on peut se poser la question, effectivement. C'est vrai que en tant que spectateur, on aimerait que ça fonctionne, parce que évidemment que la bataille entre gros constructeurs, elle est fantastique, mais s'il y en a un qui peut jouer Paul à gratter, c'est encore mieux. Là, franchement, ça va être extraordinairement compliqué pour eux cette saison. Ils n'ont pas fini la course au Qatar. Là, ils la terminent pas non plus. Je sais plus, j'ai un doute de dire une bêtise, mais en tout cas, ça a été une course très compliquée. Lors de la sortie de stand, la voiture sort 3 fois sur des erreurs presque manifestes de pilotage, finalement, parce qu'il était tout seul. Voilà, sur la gestion des pneus froids, que ce soit pas évident, c'est un fait, mais il y a des pilotes qui arrivent mieux à le gérer, c'est normal, mais de là à sortir 3-4 fois, voilà, c'est dommage, parce que Isotta Fraschini, c'est pas non plus les premiers, les derniers nés, quoi. On pouvait s'attendre peut-être à mieux. Mais là, c'est un sur la problème saison, de ça va être line-up, compliqué. tu dis, Guillaume?
Je pense qu'il y a pas mal de choses. C'est comme d'habitude en fait. Pourquoi Glickenhaus ça a marché? C'est parce qu'en fait à un moment ou à un autre il a su s'entourer. Il fait venir. Alors Duquesne c'est une bonne équipe. Bon, ils découvrent l'hypercar, donc eux ça leur demande un peu de temps aussi. On en parlait la dernière fois avec Jérôme, c'est qu'il faut gérer l'énergie. Enfin il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte. C'est encore plus pointu en hypercar, avec en plus des points de règlement qui sont vraiment très compliqués à prendre en main. Donc, parce qu'en LMP2 ça marche bien. Oui, ça marche plutôt bien. Donc je pense sur l'exploitation, bon, il découvre encore. Mais je pense que même le plan de la voiture est pas si mal que ça. À la base en fait, l'Isotta Fraschini c'est une proposition de Michelotto qui fabriquait les anciennes GTE de Ferrari pour justement le projet 24 heures du Mans de Ferrari. Donc c'est pas une voiture qui a manqué de moyens ou a manqué d'études. C'est un projet qui a été repoussé. Ils ont préféré celui de Dallara chez Ferrari. Donc on a une base qui est, je pense, pas si mal que ça. Moi, je pense clairement qu'il y a un problème avec les pilotes. Jean-Carl Vernet, c'est un bon pilote, mais il faut pas oublier que ça faisait quasiment 10 ans qu'il avait pas mis les pieds dans un prototype. Il faisait il faisait du championnat du WTCC. Donc il revient en endurance, donc il y a un petit temps d'adaptation. Et c'est le pilote le plus expérimenté. Il y a Watanabe et Serravalle, c'est des pilotes, on découvre le nom. Manque d'expérience, je pense. À côté de ça, rappelez-vous, chez Glickenhaus, il y avait Romain Dumas, Olivier Plat, Ryan Briscoe. Je trouve que c'est dommage quand on arrive à avoir quand même une base qui est pas trop mal, une équipe d'exploitation qui est vraiment pas mal, de pas faire l'effort d'avoir les pilotes qui sont derrière. Mais ça démontre aussi une chose, en fait, il faut lire entre les lignes, c'est qu'il y a un manque de sous, qui est assez criant. D'ailleurs, on l'a vu aussi en piste, parce qu'ils n'ont jamais changé les pièces, quand bien même elles étaient abîmées à l'avant et à l'arrière de la voiture. Et en fait, on sait qu'ils ont 2 kits carrosserie jusqu'au Mans. Après, on verra bien ce qui va se passer, mais pour l'instant, ils n'ont pas ad vitam aeternam de pièces. Et donc, ils sont obligés de faire très, très attention. Et tout de suite, le manque de moyens, il se voit. En fait, on est dans une spirale infernale en sport auto. Quand le matériel est en mauvais état, on est moins performant. On a une voiture qui marche moins bien. Quand en plus, les pilotes sont pas forcément les meilleurs, voilà, on enchaîne. Et puis, on est dans la situation où ils sont aujourd'hui. On reste en Italie, messieurs. Un mot rapide sur Ferrari. On a parlé du fiasco stratégique. Est-ce qu'on peut parler de Yifei, notre pilote chinois, mais qui a grandi au Mans, qui est arrivé Sartois, voilà, qui est arrivé à 14 ans. Sartre chinois, si on veut, voilà, ou je ne sais pas, qui a doublé à un moment donné la Ferrari officielle. On a vu que ça s'est affolé chez Ferrari parce qu'une voiture cliente qui double une voiture officielle, généralement, il y a un agreement, quoi. Ça se fait pas, Guillaume. Disons que je sais pas si ça se fait pas, mais je pense que chez Ferrari, on a 3 voitures et on a trois équipages qui veulent gagner à tout prix. En endurance, je sais pas si c'est la bonne stratégie. Alors, comme disait tout à l'heure Arnold, la preuve que non, puisque les 3 ont fait la même stratégie, sont restés sur la même stratégie, alors en se disant c'est la meilleure. Alors qu'ils menaient le triplé. En fait, à un moment, quand on est en endurance, on est capable de faire, on a quelqu'un qui est capable d'expliquer aux pilotes. C'est vos carrières, en fait, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est de gagner. Nous, c'est que la marque, elle gagne. Et là, pour l'instant, chez Ferrari, j'ai l'impression que les équipages passent au-dessus de la marque en elle-même. Et tant qu'ils n'auront pas résolu ce problème, on va avoir les soucis qu'on a vus à Imola, qu'on a pu voir aussi au Qatar, qu'on avait vu à Bahreïn l'année dernière. Puisse redoubler une nouvelle fois. Je pense que là, la consigne a été repassée. Ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage, je trouve, parce que en plus, ça a été un week-end, une course assez compliquée pour Yifei en général. Moi, ça m'a plus choqué de voir les 2 officiels se batailler, mais tellement roue dans roue, violemment. Enfin, ils auraient carrément pu sortir tous les deux. Là, ça aurait été presque une catastrophe. Encore plus que ce n'est le mais cas. Rappelle-toi, à Bahreïn l'année dernière, dans les 20 dernières minutes, ils ont manqué de se mettre en l'air tous les deux dans la petite descente. Là. Donc d'un côté, c'est très bien de laisser les pilotes se battre. On le dit aussi en F1, c'est quand même beaucoup plus sympa. Leclerc et Sainz en F1, c'est parfois un peu chaud aussi. Hein. Mais c'est d'ailleurs Fred Vasseur qui veut ça. Et moi, tant mieux, je trouve, parce que d'un point de vue spectateur, c'est le mieux. Après, quand on a 3 voitures devant qui mènent aux 3 premières places à domicile sur une manche de championnat du monde, alors déjà de pas faire une stratégie décalée au niveau des pneus et ensuite de les laisser se battre comme ça, c'est très bien, mais d'un côté ça aurait pu être très dur pour eux au final de voir la privée dépasser. Là ça me choque moins, c'était même prévisible en fait quand on voit justement là pour le coup l'équipage de la 83 avec Kubica, Yifei et Schwarzman. Là on peut se douter que ça va. En plus, c'est F. Corset qui exploite la Ferrari. On dit privé, mais c'est la même famille. Donc, on pouvait se douter que ça allait être très, très serré et que les 3 voitures veulent gagner.
J'espère qu'en tout cas, oui, il pourra dépasser à nouveau au Mans. Si dans le dernier tour, ils sont dans le même tour, j'espère qu'il y aura bataille. Mais c'est pas sûr. On clôture notre séquence 100% Italie avec un mot de Valentino Rossi. Deuxième sur sa BMW. Il apprend vite, Valentino, Guillaume. Il apprend vite. Et puis, il a, je pense aussi, profité d'une bonne stratégie de chez BMW. Bon, ça fait quand même 4 ans maintenant qu'il pilote chez WRT. Donc, il connaît bien l'équipe. Il commence à bien connaître le GT3 puisqu'il en pilote régulièrement. C'est vrai, on a oublié de demander à Jérôme, mais ils ont gagné quand même la Michelin Le Mans Cup l'an dernier, tous les deux, Jérôme Polican et Valentino Rossi. Donc, il commence à avoir un peu de métier. Bon, il connaît aussi la mécanique en elle-même. Il a fait plus de 20 ans en moto. Donc, je crois qu'il a fait quelques années dans un autre sport. Je ne sais plus quelle discipline, mais donc la science de la course. 5 et 2 litres du Mans, je crois, c'était ça. Ouais, c'est ça. Il a quand même un petit peu de sang-froid, le garçon. Bon, après, il faut quand même dire, la BMW était un peu en retrait jusqu'ici. WRT a fait un coup stratégique et là, pour le coup, je pense qu'on peut se tourner vers Arnold, mais rouler en slick sous la pluie à Imola, c'était culotté ou c'était faisable? Non, c'était faisable et c'était clairement le bon choix. On s'est aperçu... Alors, en fait, il a plu et il n'a pas plu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait le secteur 1 qui était un peu humide, le secteur 2 qui était quasiment sec, et le secteur 3 qui était mouillé. Il voulait copier le Mans, en fait, un petit peu. Je sais pas. C'était l'idée. Mais en plus, il est tout petit ce circuit, donc personne ne s'attendait à ça. Et il se trouve que les Goodyear, alors, comme ils sont faits pour marcher à froid, chauffent très vite et gardent bien leur température. Donc, en fait, sous la pluie et sous ce gras, ils ont très très bien marché. La pluie se serait intensifiée, il se serait vraiment mis à pleuvoir, bien sûr que c'était les pluies qu'il fallait passer. Puis on a des voitures plus souples. Donc ça, on arrive, avec une voiture plus souple, à faire travailler le pneu slick sous le... Plus lourde aussi, plus d'appui peut-être que les hypercars? Non, moins d'appui, mais plus de poids. Oui. Donc elles, quand elles descendent en vitesse, elles perdent cet appui aérodynamique. Nous, on n'en a pas beaucoup. Donc qu'on aille un tout petit peu moins vite ou pas, ça ne change pas réellement l'appui de la voiture. Et puis, donc voilà, hein, le fait de doubler les slicks sous cette météo, c'était le bon choix. Et vous y avez réfléchi, vous, chez Lexus? Nous, on le savait. Le problème, c'est qu'en fin de premier relais, donc sous la pluie, nous, on était en slick, donc ça marche bien de ça. Mon coéquipier fait un tête à queue qui traverse le bac, donc grosse perte de confiance. Les conditions n'avaient pas changé. Notre ingé qui vient, on garde les slicks. Lui qui insiste, on met les pluies. Finalement, on a écouté le pilote et pas les ingés. Un peu comme chez Ferrari, alors. Ouais, je sais pas, mais et donc on perd 10 secondes au tour quand on met les pluies. Donc voilà, on avait déjà fait une première erreur avec les track limits en se prenant un drive-through. Donc voilà, trop d'erreurs. Jérôme nous l'avait dit, il s'attendait à ce que la course soit Imola soit compliquée encore pour vous. Vous êtes toujours dans une découverte de la voiture. Alors, ce qui était du coup pas du tout le cas, parce que certes, on a un petit déficit de performance, on le sait, on l'a. Par contre, avec ce déficit de performance, on n'a pas le droit de faire d'erreurs en plus. C'est-à-dire que là, les 2 erreurs qu'on fait, elles n'ont rien à voir avec le fait qu'on soit un petit peu moins performant que les autres. La preuve, à la mi-course, on est 5e ou 6e. Donc, sur un début de course où on fait pas de faute, on regarde les autres en faire. Ça, j'ai bien aimé notre première moitié de course. Et sur la deuxième, on fait des erreurs comme tout le monde. Et donc, on se retrouve loin derrière. C'est la séquence, on va se concentrer sur vous, sur toi, Arnold, si on peut se tutoyer. On peut se tutoyer. Avec grand plaisir. Ça m'évitera de me tromper dans le voutoiement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui te découvrent à l'occasion de cette émission, justement? Alors, tu es sartois, on l'a dit au début. Ouais, nous parler un peu de toi, voilà. Ouais, né au Mans, pilote donc amateur. Moi, c'est pas du tout mon métier. Et puis, j'ai eu la chance l'année dernière, après 2 années en GT, d'avoir une opportunité pour aller en WEC. Donc cette année, je roule sur la Lexus avec l'équipe Acodis ASP. Donc voilà, en championnat du monde avec Le Mans au programme. Donc voilà, et moi je suis un pilote amateur classé bronze. Et puis ça a été un peu ma chance cette année, c'est que toutes les voitures en GT doivent avoir un pilote amateur. Donc comme je suis pas le meilleur, mais je suis pas le plus mauvais non plus. Donc voilà, Jérôme a... Et seul Sartois engagé en WEC sur l'ensemble de la saison. Ah oui, sur l'ensemble de la saison. Ouais. Sébastien Bourdet sera au Mans, mais bien sûr, oui. Et on espère Julien Canal aussi. Mais en toujours, tout cas, sur l'ensemble de la saison, t'es le seul tout à fait. représentant du 72. Mais tu voulais, Guillaume, justement évoquer le côté, ce qu'on appelle gentleman driver. Tout à fait. Alors,
On a donc un pilote bronze qui est imposé. Ouais. Déjà, peut-être, on juste expliquer aux auditeurs, en fait, les pilotes sont en catégorie. Donc, toi, tu es pilote bronze parce que tu as commencé le sport auto peut-être un peu plus tard aussi. Parce que ma première licence internationale, j'ai demandé après 30 ans. Quand on n'a pas eu de licence internationale avant 30 ans, qu'on n'a pas eu de résultats en karting jeune, qu'on n'a pas fait de monoplace, on débute forcément bronze. Si on demande sa première licence internationale en dessous de 30 ans, on est obligatoirement silver. Donc silver, on va dire que ça... Alors, soit les très bons bronzes qui passent silver, soit voilà, ces jeunes qui vont devenir professionnels un jour, qui sont un petit peu encore entre les deux. Et puis après, il faut un pilote professionnel sur la voiture. Et donc, les pilotes professionnels, ce sont les gold et les platines. Platine, c'est plutôt les pilotes d'usine. Et puis gold, c'est les pilotes qui ont encore peut-être ouais, c'est ça. un peu de liberté. On passe platine quand on gagne un très grand championnat, quand on a fait de la F1 avant, quand on a... Voilà. Mais après, il n'y a pas de grande différence entre le gold et le platinum. Notamment au niveau du rythme, ils sont tous très très proches. Et on évoquait aussi dans cette catégorisation-là de pilote bronze, ça va... Et Jean Policante disait aussi d'ailleurs, c'est amateur, mais finalement dans l'entraînement que vous suivez, dans l'intensité que vous pouvez mettre, ça se rapproche de plus en plus des professionnels, pas sur tous les points, mais sur certains. Oui, il manque un peu de talent quand même. Il manque un peu de talent, il manque surtout de ne pas avoir fait du kart et de la monoplace à 16 ans. Là, ça apporte un truc en plus, un vrai pilote que nous, on aura du mal quand même à aller chercher. Après, c'est vrai que là, j'ai la chance de rouler en championnat du monde. Je peux pas me permettre de pas arriver préparé. Donc, ça passe par du simulateur, ça passe par de la prépa physique, de la prépa mentale. À ce niveau, c'est obligatoire. Mais c'est une trajectoire qui, malgré tout, même si tu es bronze, est assez particulière dans l'auto, parce que tu n'as jamais fait de karting à haut niveau. J'en ai fait une année, je crois, en minime et une demi-année en mini-kart, donc on peut pas vraiment dire que j'ai fait du karting. Et Et donc tu disais c'est pas ton métier en fait. Non. Donc ça veut dire que lundi matin après la course ou mardi, tu étais de retour au bureau. Mais tout à fait. Et puis avec du travail en retard parce qu'on a passé presque une semaine sur le circuit. Est-ce que j'allais dire, faut avoir un employeur un peu sympa pour. Ouais. Alors j'ai la chance, on travaille en famille et comme j'ai un de mes sponsors qui m'emploie, et forcément il arrive à me trouver du temps, à me libérer du temps. Ça aide. Sinon, ça serait compliqué. Mais oui, lundi matin au bureau. Donc pas payé pour piloter. C'est même l'inverse. C'est-à-dire que moi, je paye pour rouler. Non, c'est l'organisation de ce championnat et de la philosophie de ces voitures, c'est que ce sont des écuries privées et ce sont les pilotes qui amènent le budget. Ça veut dire qu'il faut forcément, quand même, pour être pilote, avoir des sous dans sa tirelire, quoi. Ouais, un petit peu. Nous, on a la chance d'avoir des sponsors qui nous suivent depuis maintenant 2-3 ans. Sans eux, c'est clair que je roulerais pas à ce niveau-là, parce que c'est des budgets qui sont importants. Donc, non, nous, on a la chance de fédérer des entreprises sartoises et des partenaires qui nous aident à rouler à ce niveau-là. On peut avoir une idée, une fourchette peut-être en tout cas de ce que peut représenter un engagement comme ça pour un pilote amateur en championnat du monde d'endurance. C'est beaucoup et le truc c'est que ça va dépendre des équipes, ça va dépendre des... C'est pareil, je ne pourrais pas te donner le montant total du coût de la saison. C'est-à-dire que je le sais pas. Il varie en fonction des équipes, il varie en fonction... Donc non, ça fluctue, mais voilà, les pilotes bronze, dans leur très grande majorité, apportent du budget pour rouler. Donc c'est pas une légende de dire que le sport auto est quand même un sport difficile d'accès. Évidemment. Pour chacun. Évidemment, parce qu'en plus, là, il se trouve qu'on a des sponsors pour nous aider à rouler à ce niveau-là. Quand on a commencé à rouler, on n'en avait pas. Donc de toute façon, il a fallu amorcer la pompe. Et, donc à un moment donné, oui, ça coûte un peu d'argent. Moi, j'arrive pas à m'enlever de la tête Arnold lundi matin qui est arrivé, qui dit bon, t'as fait quoi ce week-end? Machine à café. Oh bon, on a fait le championnat du monde d'endurance. Avec la Lexus, on était pas mal, on était 5e à un moment. Et toi? C'est un peu comme ça. C'est caméra café. Version c'est vrai endurance. que j'ai une vie tout à fait normale de salarié la semaine et puis le week-end. C'est difficile de switcher justement, c'est-à-dire le lundi matin, on vient, on se dit bon. Ça y est, on revient en boulot. Moi, j'ai aucun souci. Pas du tout. Non, aucun souci. Je profite quand je suis en course et je suis en mode course. Et puis le lundi, je suis en mode travail. Donc non, ça pas un souci. À l'inverse, Julien Canal me disait que c'est les 24 heures qui étaient le plus compliqué pour lui mentalement parce que comme il prenait pas l'avion pour aller ailleurs, etc., il fallait quand même se mettre en mode course, même si on reste à la maison, etc. Ouais. Alors moi, j'ai une petite technique sur les 24 heures, c'est que je reste sur le circuit. Okay. Ça m'aide à rester dans la course. C'est-à-dire que tu dors sur le circuit? Ouais, je dors sur le circuit. En général, je pars le lundi.
Le lundi, je vais me mettre au vert, mais sinon, tout le reste, je le passe sur le circuit. Et puis en plus, compliqué de sortir et de rentrer dans le circuit là, ces dernières années. Donc là, au moins, ça me permet de rester en mode course en restant sur le circuit. On évite de se fatiguer pour rien. Ouais, tout à fait. Ah bah oui, parce que la semaine des 24 heures, elle est épuisante. On est sollicité en permanence. La parade, ça prend de l'énergie. Tout prend de l'énergie. Donc tout ce qu'on peut économiser avant la course, on l'économise. Est-ce que toi, tu aimes ça, cette popularité alors, j'imagine que si tu vas faire tes courses le mardi, tu vas pas forcément être interpellé, mais sur la parade, lors de la parade, t'es la grande star, quoi. En fait, finalement, chaque pilote est une star. Voilà, chaque pilote est une star, mais non, ça change rien à ma vie. Et moi, je le fais certainement pas pour. Moi, s'il pouvait y avoir tous les à côté en moins, j'ai adoré la période Covid. On l'a trouvé, celui qui a adoré cette période. On était 100% focus sur la course, les procédures de départ, elles duraient 5 minutes, on allait se mettre en grille et c'était parti. Donc, t'as pas une affection particulière pour tout ce qui touche au comment dire j'imagine que c'est très sympa d'avoir cette relation avec le public, mais c'est aussi épuisant. Ce que tu veux dire, c'est que tu n'aimes pas les selfies, quoi. Voilà. Oui, non, mais voilà, mais je sais qu'il faut le faire. Et puis, le fait d'avoir des sponsors aussi fait que il y a de la relation publique à faire. Moi, je roule pas pour faire de la relation publique. J'en fais pour rouler. Il y a une séance d'autographe qui dure une demi-heure. C'est pas que j'ai l'impression que c'est du temps perdu, mais c'est un peu d'énergie perdue. Ouais. Mais après, c'est des moments très sympas. Alors, dans ton rôle de pilote, pour revenir un peu sur la course, mais dans ton rôle de pilote, tu as une responsabilité, toi, c'est de qualifier la voiture. Ouais, tout à fait. Tu aimes bien cet exercice où vous avez les 18 voitures de la grille qui sont présentes. Toi, t'aimes bien cet exercice où vous pouvez y aller un peu à fond? C'est fabuleux parce qu'on a la voiture sans essence, les pneus neufs, les hypercars qui sont plus là, on n'a plus de trafic. Donc, c'est le meilleur moment du week-end, donc faut en profiter. C'est un exercice que j'adore. Après, là, on a des formats de week-end. On a assez peu d'essais libres. On arrive vite en qualif. Donc, ça demande de très vite switcher en mode qualif. En général, alors, il y a beaucoup d'équipes qui mettent beaucoup de trains de pneus au bronze pour optimiser la qualif. Nous, on n'est pas encore assez calés. Et on a encore trop de travail pendant les essais libres pour pouvoir le faire. J'espère que ça viendra au fur et à mesure dans l'année. Mais non, c'est un super exercice. Ouais. T'as le temps pendant les essais de faire un petit test ou deux, un petit run qualif ou on pas? en fait un. Là, à Imola, on en a fait un en FP3. Voilà. On est parmi les équipes qui en font le moins. Je pense que parmi les Libre 1, Libre 2, Libre 3, je fais partie des bronzes qui ont le moins roulé. Parce qu'il faut rappeler aussi que c'est pas pneu illimité. Non. En wake, notamment. Non, mais voilà, on a le droit, grosso modo, à un train de neuf par séance de libre. Donc, on choisit quand on les met. Là, c'est vrai qu'on les a plus mis au pro pour régler régler un peu la voiture, ajuster le setup. Mais dans le futur, quand on sera plus calé, normalement, j'aurai plus de pneus neufs pour m'entraîner un peu plus. Deuxième mission terrible dans ton statut, c'est de prendre le départ. Et on a pu en parler tout à l'heure, ça peut être un peu la roulette russe. Ouais. Alors, sachant que c'est pas obligatoire. C'est pas le règlement qui dit que le bronze doit prendre le départ, sauf que stratégiquement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que s'il y a un safety car à 1h30 du départ, ça neutralise les écarts. Est-ce que aussi avec tes sponsors, tu peux dire, moi je viens, je paye, mais je veux prendre le départ, ou ça c'est... Non. Alors, pas avec ce que je paye cette année. Je paye pas assez. Non, mais voilà, c'est vrai. Donc, mais ça peut se pratiquer, mais pas dans ton cas. Oui, ça peut se pratiquer. Là, non, c'est un vrai avantage stratégique de prendre le départ. Ce qui, par exemple, n'est pas forcément le cas au Mans. En fonction des temps de roulage qu'on a à faire. En général, au Mans, on met un pilote plus rapide. C'est arrivé, effectivement, qu'au Mans, des pilotes amateurs, des gentlemen disent c'est moi qui serai au départ. Que ce soit moi qu'on voit à la télé au départ. Moi, c'est pas mon cas. Et puis non. Là, dans ce type de championnat, moi, je fais tout pour la performance et pour le bon résultat de l'équipe. Donc, j'ai pas d'exigence comme ça. C'était déjà une très belle surprise de pouvoir réunir le budget pour participer à ce championnat-là. Tu pensais pas forcément l'année dernière avant que cette opportunité-là ne se présente. Hein. Le truc, c'est que l'année dernière, en fin d'année, avec mon coéquipier Valentin Asclot, on me dit, tiens, Arnold, l'année prochaine, donc les amateurs en wake et tout ça, est-ce que ça t'intéresse? Je fais, ouais, Valentin, moi, ça m'intéresse pas mal. Par contre, voilà ce que je peux mettre comme enveloppe. Alors, j'ai pas plus. Il me dit, ah ouais, ça va être compliqué quand même. Et donc, il en parle à Aston. Aston commence à dire,
Maintenant, le projet est faisable, le profil nous intéresse, et puis ok, on va essayer de faire avec ce budget-là. Quand j'ai cette réponse-là d'Aston, je dis si Aston est intéressé par l'idée, moi je connais 2-3 équipes, 2-3 constructeurs, je vais quand même aller faire le tour du paddock pour voir si. Puis là, je commence à discuter avec WRT, à discuter avec TF, chez qui j'étais, qui passait chez Corvette. Et puis, grâce à Vincent Capillaire, qui avait roulé chez Acodis ASP, j'ai le contact comme ça, j'ai Jérôme au téléphone, je lui explique, je lui dis voilà, j'ai pas beaucoup de budget, mais est-ce que le profil t'intéresse? Jérôme était bien emballé. Il a fallu convaincre les Japonais. Et pour eux qui me connaissaient pas, j'étais personne pour eux. Donc, on a fait un test à Barcelone. C'est bien passé. Le lendemain, Jérôme m'a appelé en disant allez go, on y va. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Il y a les qualifs, le départ et puis la gestion du trafic. On en a pas mal parlé avec un peloton de 20 hypercars. Ça se passe comment, Arnold? Ça se passe où à un moment donné, c'est à eux. Enfin, la théorie veut que ce soit à eux de faire attention, à eux de décider les moments où ils doublent. Nous, on suit notre ligne et on roule, on va dire, normalement. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'il y a des moments où faut faciliter le dépassement. À nous de pas perdre non plus de temps dans le trafic, parce que si on arrive à 2 de front sur un freinage, les 2 voitures perdent du temps. Donc des fois, on doit les laisser passer. Et à Imola, globalement, ça s'est bien passé, parce que sur le papier, c'était plus dur qu'au Qatar, parce que la piste est plus étroite, parce qu'il y a des bacs plus proches. Sauf que ce qui a rendu les choses plus faciles, c'est qu'à un moment donné, le niveau d'attention des pilotes était plus élevé, et parce que tout le monde craignait le trafic, finalement ça s'est bien passé. Là où au Qatar on s'est dit il y a des dégagements, la piste est large, sauf qu'avec en réfléchissant comme ça, les hypercars elles overshoot les entrées sur les GT, et finalement il y a eu beaucoup plus de contacts au Qatar qu'à Imola. Tu me disais au Qatar justement, il y a un truc qui est complètement fou dans ce championnat, c'est dès que tu regardes tes rétros, t'as toujours une hypercar plus jolie que l'autre. Et puis le top des hypercars. Moi, j'avais fait donc en P2 Le Mans la première année des hypercars. On était tranquille, quoi. Il y avait 2 Toyota, 2 Glickenos, et puis l'Alpine. Donc on les voyait pas souvent. Là, effectivement, quasiment tous les virages, on en a une qui arrive derrière. Tu as besoin de lunettes de soleil pour les appels de phare tout le temps? Non, ça va. Et en fait, ils sont pas acharnés non plus sur les appels de phare, parce que c'est bon, je sais que tu arrives derrière et que t'es plus vite. Et dans ces cas-là, c'est à la GT3 de garder la trajectoire, c'est ça? L'idée, c'est ça. Sauf que dans les faits, il y a des moments où, par exemple, sur des grandes courbes, ou surtout à Imola, où c'est pas des vraies lignes droites, c'est des courbes, et des fois, si la première commence à doubler à gauche, allez, on reste à droite jusqu'en haut, et puis ça se passe bien. Donc après, là où faut être clair, en fait, c'est ça aussi dans la GT, faut montrer clairement notre attention à l'hypercar. Si on commence à être un peu flou, à être flou sur ses freins, flou sur ses points de braquage, là, ça peut créer des situations. Alors, quand on est incisif et quand on montre clairement ce qu'on veut faire, en général, il n'y a pas de souci. Voilà. Le fait d'avoir fait un peu de l'MP2, ça te permet d'être plus à l'aise aussi? Oui, bien sûr, parce que j'étais dans l'autre situation de doubler les GT. Donc non, ça aide. Et puis, c'est une des faiblesses un petit peu de notre équipage, c'est que Timur et Boguslavski et puis Kelvin van der Linde, mes 2 coéquipiers, connaissaient pas le multiclasse. Donc voilà, il y a eu un petit temps d'adaptation. C'est bien passé, mais c'était un petit désavantage au départ. Ce sera peut-être un peu plus simple à gérer au Mans. On en avait parlé un petit peu avec Jérôme, mais toi aussi, d'un point de vue pilote, il y aura... Au Mans, l'avantage, c'est qu'il y a les grandes lignes droites, c'est que les hypercars aujourd'hui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que nous. Le trafic au Mans, il peut être compliqué la nuit. Parce que la nuit, on voit des phares derrière, mais on a peut-être parfois du mal à jauger la distance à laquelle sont les voitures. Au Qatar, qui est un circuit hyper éclairé, c'était pas un souci. Au fin fond de la nuit au Mans, entre Mulsanne et Indianapolis, où là c'est vraiment sous la pluie. Et là le trafic peut être un problème. Mais nous, on a quelqu'un à la radio qui s'occupe que de ça. Donc voilà. Justement, la progression de la voiture jusqu'au Mans, comment tu vois les choses? Là, aujourd'hui, on a clairement un déficit de performance qu'on comble au fur et à mesure. En setup, la voiture est très très bien. On est au maxi de ce qu'on peut faire avec la voiture. Donc ça, très très beau travail de l'équipe. En ingénierie, pour profiter de l'énergie qui nous est allouée par tour, on est bon aussi.
Donc non, je suis très très content du travail de l'équipe et on est sur la bonne voie. Et puis voilà, on comble au fur et à mesure notre retard de performance. Et Spa est un circuit qui ressemble un peu plus, même s'il y a beaucoup de différences évidemment avec celui du Mans, contrairement à Imola. Ce sera aussi une manière de se tester par rapport à ça? Oui, tout à fait. C'est pas pour rien que Spa est avant Le Mans, donc très très grande ligne droite. Donc les VMAX, on aura des bonnes indications de VMAX. Et puis en général, on part sur des setups qui sont assez proches, pareil, pour voir comment fonctionne le pneu avec un peu moins d'aéro. Donc on n'est pas totalement déchargé comme au Mans, mais effectivement, on est moins chargé qu'à Imola. C'est assez rigolo parce qu'en hypercar, eux, ils considèrent plus Spa comme une bonne course de préparation. Et le fait qu'en GT3 ce soit toujours le cas, ça montre quand même qu'il y a vraiment des grosses différences entre ces autos. Je trouve ça intéressant. Parce que en hypercar, le Mans est tellement différent et la VMAX est tellement importante. Nous, c'est un peu moins le cas, mais c'est aussi le cas. Mais à combien dans la ligne droite pour une GT3 Alors, j'en ai aucune idée parce qu'on les a pas encore mis dessus. Et donc on a roulé l'année dernière, Le Mans Cup, ça roulait avec les anciennes GT3. On était à un petit 300. Ouais. Ça commence à parler. Ah oui, faut rester concentré. C'est votre vitesse les matins, Marc, pour aller au bureau. Oui, c'est ça, mais devant l'auberge. Avec la 508, oui. On se projette justement dans le Raidillon, dans les Ardennes belges. Qu'est-ce que vous attendez, confirmation ou pas, de Spa? Peut-être pour les équipes françaises d'abord, Alpine et Peugeot, on attend du mieux forcément, Marc? Ouais, Alpine, c'est leur première année, ça va peut-être encore être de l'apprentissage beaucoup, même s'ils vont de plus en plus aller dans le setup, ce fameux setup de la voiture, les réglages. Après, surtout Peugeot, oui, on sait que cette voiture-là, elle est comme beaucoup de voitures en WEC, elle est dessinée quand même majoritairement pour Le Mans, que ce circuit-là, il s'y apparente, que c'est la manche juste avant Le Mans. Ça fait maintenant 2 ans que Peugeot est revenu en endurance, 2 ans et demi même. Il serait temps peut-être d'être le plus performant possible. Ils l'ont déjà été, ils ont fait un podium l'année dernière à Monza, etc. Mais là, avec la nouvelle voiture, etc., ce sera un premier gros test. Imola, c'en était un, mais il y avait beaucoup d'éléments qui rentraient en compte. La BOP qui avait du mal à la situer, on l'a dit. Là, ce sera peut-être un peu mieux. C'est notamment chez Peugeot qu'on peut espérer le plus de performance. Alpine aussi, on l'espère, mais ça fait que 2 courses qu'ils utilisent la voiture. Donc ça sera encore peut-être un peu plus mitigé, on n'espère pas, mais ça risque d'être le cas. Guillaume, Isota, je plaisante. Ferrari, Porsche, Toyota. Pour Isota, on va espérer qu'ils finissent. Voilà. Et ce sera déjà très très bien. Félicitations à eux s'ils finissent. Il faut que tu prennes un pari s'ils font un top 10 au Mans quand même. Ah oui. En fait, moi, alors, pour la petite histoire, je vais vous raconter une histoire personnelle. Moi, j'avais inventé un prix quand je regardais, quand j'étais dans le public. C'était les voitures les plus méritantes. C'était les voitures, on s'attendait pas à ce qu'elles finissent. Si elles se finissaient, c'était bien. Une année, c'est Spiker. La voiture, elle avait jamais fini Le Mans. Elle finit Le Mans. C'était un peu improbable. Il y avait la Lamborghini aussi, qui était aux couleurs de la banque russe, IPB Spartak Bank ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Et j'avais inventé ce prix-là, avec mon frère. Bon, voilà. C'est la petite histoire. Donc là, je vais mettre Isota Fraschini dans le prix du méritant. On va voir s'ils finissent. Et puis, ce sera déjà très bien s'ils finissent un peu au Mans. comme sur les étapes du Tour de France. Voilà, c'est ça, le meilleur combatif. Le super combatif. Pour ce qui est du reste, moi je pense que Peugeot ça va être intéressant parce que les équipages ils vont être que de 2 pilotes parce que Van Dorn et Verne sont sur la manche de Formule E. Donc on aura techniquement c'est mieux quand on est 2 sur des courses de 6 heures. Ça va être un peu plus simple pour eux. Donc ça va être vraiment intéressant. J'espère vraiment voir les 2 voitures dans le top 10. Si elles sont pas dans le top 10, je pense que je serai un peu déçu de leur performance, mais à mon avis ils y seront, voire peut-être un peu plus haut. À mon avis ils vont se mêler à la bataille pour la victoire. Moi j'aimerais bien voir, et ça va me donner 2-3 réponses, et si Porsche continue à être performant à Spa, là non seulement ils vont prendre une sacrée option pour le championnat du monde, où je pense que là ils vont devenir un concurrent très féroce à nos amis de chez Toyota. Toyota, je pense qu'ils vont faire une bonne course dans l'absolu, je suis pas trop inquiet. Ferrari, va peut-être falloir résoudre les problèmes humains, ça c'est sûr. D'autant que à Spa c'est une habitude, mais c'est un peu comme au Mans, il fait pas toujours très beau. L'année dernière ça s'était aussi joué par rapport à ça, c'était l'inverse, c'était Toyota qui était parti en slick et qui avait pris la bonne décision. Cette année aussi il va falloir faire les bonnes stratégies, surtout avec les météos qu'on a depuis plusieurs mois. Moi, il y a une marque, on n'en a pas parlé jusqu'ici, que je vais regarder très précisément, c'est BMW. Ils ont fait une très bonne course à Imola. À un moment, ils étaient 4e. Je crois qu'ils finissent 5e ou 6e. Avec la 20, oui. La 15 avec une semaine compliquée. WRT a l'air de commencer à bien maîtriser sa voiture. Ça s'était pas bien passé au Qatar. Ça s'est mieux passé à Imola. Pour moi, à Spa, ils vont être aussi dans le coup. Donc ça, il faudra surveiller de près. Et si ça se confirme, ça nous rajoute encore
un potentiel concurrent pour les 24 heures du Mans. Et puis en GT, c'est quand même assez difficile à lire parce que mine de rien, le peloton est plutôt assez resserré. Il y avait la Porsche qui était quand même un peu au-dessus sur le sec, et au Qatar et à Imola. À Spa, je pense qu'elle sera toujours dans le coup, mais je pense qu'on va avoir une réaction de Ferrari. Ils étaient pas si mal non plus. Lamborghini, ça commence à être quand même un peu mieux. Et puis pourquoi pas un petit coup à jouer stratégique de la part de chez Lexus. On a vu qu'ils avaient été capables de le faire par moment, donc voilà, Arnold, la pression est sur tes épaules. D'être sur ce circuit qui est mythique aussi quand même. J'adore Spa, moi je pense que c'est mon circuit préféré. Devant Le Mans. Devant Le Mans. Non, devant Le Mans. On coupe, on la refait. Donc Arnold, vous c'est Le Mans votre circuit. Non, mais devant c'est mythique de rouler aux 24 heures sur le grand circuit. Techniquement, c'est pas le circuit le plus dingue, quoi. Il y a des belles portions, alors que Spa, tout est sympa à Spa. Mais bref, le fait d'aimer Spa, ça peut être après le piège, c'est de se dire, ok, c'est facile, je connais le circuit par cœur, faut que je l'aborde quand même comme je pense comme à Imola où j'avais pris conscience des risques et des enjeux du circuit. Faut que je reste dans le même état d'esprit pour Spa. Est-ce que le raidillon, justement, là, on sent bien la compression? Parce que je pense que les gens s'imaginent pas à la télé, mais ça monte bien, il me semble. Alors, on sent tellement bien la compression que nous, on a un problème de direction assistée dans le raidillon qui sature. Bon. Mais c'est 17% au milieu, je crois. Ouais, c'est le cycliste qui parle. Mais j'ai pas fait à vélo le tour. Mais la pente, entre guillemets, on la sent plus. C'est comme, c'est juste la compression en bas qui est forte. C'est en plus, donc, on se sert de cette compression pour braquer. Et nous, on arrive en saturation de DA, donc on a un point dur qui arrive en plein milieu du raidillon. Très concrètement, ça veut dire quoi au volant? Ça veut dire qu'en fait, la direction se durcit et que la DA ne marche plus. C'est-à-dire qu'on est au-delà du moteur qui nous aide à tourner le volant. Donc là, la DA se coupe dans le rayon. Donc ça sera un défi à chaque tour, mais on l'a fait en essai. Donc Mais c'est vrai que juste pour compléter très rapidement ce que tu disais, Arnold, on est éduqués, nous, ici en Sarthe, à connaître Le Mans et à dire que c'est le plus beau circuit du monde. C'est la première fois que j'allais à Spa l'année dernière et c'est vrai que le circuit est absolument magnifique sur plein de points de vue. C'est dans la forêt. C'est dans la forêt, il y a du dénivelé. Le dénivelé, ça rend tout de suite un circuit plus sympa. Ouais. C'est un grand circuit, il y a des portions très, 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 très rapides. Des enchaînements plus techniques, non, c'est un circuit ultra complet. Donc la prochaine émission sans Marc Moreau, on dit, voilà, en route pour Spa, enfin se recycler en Belgique. Attention, faut quand même faire attention aux allergies, au pollen, parce que quand on passe dans la forêt, qu'il y a du bois de hêtre, ça peut être compliqué. Je connais 2-3 pilotes qui antihistaminique en Belgique. Non, ça va, j'ai pas eu de soucis. Et puis on a testé le pollen déjà à Imola, c'est bien passé. C'est vrai qu'Imola c'était pas mal. Ouais. Bon, on se retrouve justement parfait juste après Spa au tout début du mois de mai pour la 4e émission en route pour les 24 heures. On peut pas tout dire encore, Marc, on n'a pas toutes les confirmations. C'est à 99,9, mais bon, c'est toujours compliqué. On aura une femme pilote a priori avec nous. A priori, ce sera ça. Bon, très bien. Si tout va bien. Et puis Pierre Fillon également dans cette même semaine qui viendra dans En route pour les 24 heures à un mois de l'arrivée des 24 au Mans, et il y aura notre grande soirée. Vous avez été très très nombreux à vous inscrire, on s'excuse pour les déçus qui n'ont pas pu avoir leur place. 1000 billets qui sont partis en quelques heures. La grande soirée Ouest France, Sweet FM, Le Maine Libre au Théâtre des Quinconces au Mans. On vous prévoit plein de belles choses ce soir-là justement. Il y aura une partie historique, une partie un peu sécurité, et puis actu évidemment, plateau de cette année. On peut peut-être dévoiler déjà un des invités. On aura le directeur sportif de Lamborghini, Emmanuel Hainaut, qui est un Sartois aussi, qui sera présent notamment. Voilà. Allez, on a lancé une info. Ouais, il a lâché l'info. Merci beaucoup. Il va venir maintenant. C'est à 100%. Merci beaucoup Arnold d'avoir été notre invité, et on vous souhaite prendre du plaisir à Spa, et on se retrouvera évidemment d'ici Le Mans, d'ici les 24 heures, et Marc aura un de ces quatre du coup. Juste avance pas. Juste avance pas. Merci Guillaume, et à très vite pour de nouvelles aventures. On se retrouve au tout début du mois de mai.